Voilà, ça enregistre, on me l'a dit en anglais. Voilà, pourquoi y a-t-il une dysphonie dans la paralysie laryngée unilatérale? Hein? En fait, il y a, bien sûr que ça vient immédiatement à l'esprit, la difficulté de la fermeture glottique, mais il y a aussi une asymétrie qui est créée par la paralysie, qui fait que même quand on a une paralysie qui est en position médiane, la voix peut être défectueuse parce qu'il y a une différence de tension dans les deux cordes vocales qui fait qu'elles ont du mal à se synchroniser. Et pour pouvoir se synchroniser, il faudrait qu'elles puissent pouvoir s'appuyer l'une sur l'autre, ce qu'elles ont bien sûr du mal à faire s'il y a une paralysie du nerf récurrent. Alors, le défaut de fermeture laryngée, par exemple ici, vous le voyez. Je vais retirer le micro casque que j'ai, enfin, voilà, pour entendre le son. Donc, il y avait cette paralysie l'hémilarynx gauche. Et vous voyez qu'en phonation, ben, on a bien sûr un défect très important. Donc, bien sûr, on peut s'en douter, il va y avoir une augmentation du débit expiratoire, une partie de l'air qui transite par la glotte qui ne va pas être sonorisée, qui va donc mener à un bruit de turbulence aérienne dans la voix, hein, donc une voix soufflée. Et puis on voit, c'est bien sur cette vidéo que la vibration des deux cordes vocales se produit d'une façon qui est asymétrique. On voit bien les deux cordes vocales vibrer, hein. Bien sûr la corde valide, mais aussi la corde immobilisée, puisque dans les paralysies, vous avez quand même l'aptitude vibratoire de la corde vocale immobilisée qui demeure, puisque la vibration se fait passivement par le passage de l'air. C'est quelque chose, je pense, de très important à dire aux personnes lorsqu'on leur annonce qu'elles ont une paralysie d'une corde vocale, c'est de leur dire, d'accord, la corde vocale est immobilisée, mais elle garde ses propriétés vibratoires. Et pour améliorer la voix, il va falloir qu'on améliore le contact entre les deux cordes. Ça va pouvoir fonctionner après d'une façon très correcte, puisque la corde vocale immobilisée garde justement ses propriétés vibratoires. Très important parce que quand on dit paralysie, les gens imaginent ça comme une paralysie d'un membre qui devient à ce moment-là totalement inefficient, hein, même peut-être plus une gêne qu'une aide. Tandis qu'au niveau du larynx, au niveau des cordes vocales, même immobiliser une corde vocale peut encore rendre de bons services. C'est donc vraiment important de le dire parce que ça permet de lancer les gens sur l'idée d'une récupération et en particulier sur comment le gain, l'intérêt qu'il y a à travailler en rééducation pour essayer d'améliorer ça. Est-ce que tu peux parler plus dans le micro? Alors, je vais remettre le micro comme ça. Là, vous m'entendez? Ouais, c'est mieux là. Oui, voilà, c'est pour que vous entendiez le son de la vidéo que Je j'avais retirée. comprends. Je penserai à le remettre. OK. Il faut que je reprenne, Renaud, ou ça va quand Non, même? non, c'était bon, mais ça commençait à être faible. Un petit peu faible, d'accord. Donc, restaurer une meilleure fermeture laryngée, bien sûr, c'est un des objectifs qu'on a en rééducation. Alors, trois causes au défaut de fermeture. D'abord, le défaut d'adduction, bien évidemment. Ensuite, le fait que la corde vocale immobilisée peut être amyotrophique et donc elle devient concave. Et enfin, il y a un décalage sur le plan vertical, la corde immobilisée étant plus basse que la corde saine. Alors, par exemple, là, on voit nettement cette amyotrophie qui rend la corde vocale immobilisée extrêmement concave, hein. Alors, je vais retirer provisoirement mon micro pour que vous entendiez le son de la personne. Voilà, et maintenant I. Maintenant I. C'est une paralysie complète. Donc, cette corde vocale immobilisée qui est donc très concave, ça c'est le relief de l'apophyse vocale, hein. Effectivement, il y a une amyotrophie importante, hein. Alors, quand on voit ça, évidemment, le pronostic paraît assez réservé par du moins les possibilités de récupération, enfin pour les possibilités de récupération, utilisant simplement la rééducation.
Toutefois, il ne faut pas forcément partir battu parce que cette personne-là n'a pas été injectée parce que voilà, ça s'est pas fait alors que j'y avais pensé en l'examinant. Ça, c'est le premier examen que j'ai fait. Et puis, donc, on a fait de la rééducation orthophonique et puis la voix s'est considérablement améliorée malgré ça. Et la myotrophie s'est en partie corrigée. Je pense que donc la personne a fait une récupération partielle qui a permis de restaurer un fonctionnement vocal à peu près convenable. Alors, ces trois points, défaut d'adduction, amyotrophie, décalage sur le plan vertical. En rééducation, on va donc essayer de jouer sur ces trois points, le défaut d'adduction en amenant la corde valide à se serrer davantage contre l'autre, en faisant un peu plus que ce qu'elle fait d'habitude. Ceci va être obtenu, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, au prix d'une bascule de l'arythénoïde du côté valide. La myotrophie, là on en est un petit peu victime, mais toutefois en stimulant le fonctionnement du larynx, on peut stimuler ce qui reste d'innervation, parce que bien sûr qu'il peut arriver qu'il reste un petit peu d'innervation dans cette corde immobilisée. Hein, vous savez qu'une corde peut être immobilisée et pas complètement dénervée, et donc on peut en rééducation, grâce à la stimulation musculaire que l'on va faire, essayer de conserver, de stimuler, de développer au mieux ce qui reste. Hein. Donc jouer un petit peu sur cette composante-là aussi, même si on sait que sur ce plan-là, on est plus limité, surtout s'il y a eu une section d'une aire récurrent totale. Et puis le décalage sur le plan vertical, on va essayer de le corriger. Et ça, en fait, comme je vais vous le montrer, ça se corrige en même temps que le défaut d'adduction. On va pouvoir agir sur les deux dimensions, horizontale et verticale, dans la même manipulation. Alors, les conséquences du défaut de fermeture, bien sûr, je les rappelle rapidement, c'est des fausses routes possibles au liquide. En général, c'est assez vite contrôlé quand même, hein, dans une paralysie unilatérale du larynx. C'est rarement problématique à long terme. Mais bien sûr, il faut s'en soucier quand même, hein, penser à interroger les gens sur ce plan-là. En phonation, donc, le défaut de fermeture va entraîner une augmentation du débit d'air buccal, ce qu'on peut mesurer facilement à la sortie de la bouche, ce qui va entraîner une sensation d'essoufflement à la parole, qui est pénible pour la personne. Et puis, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, un bruit d'air rajouté dans la voix. Et puis, comme Corinne vient d'en parler longuement, il y a aussi la toux qui est altérée, puisqu'on ne peut pas bien fermer le larynx dans ces cas-là. Or, l'altération de la toux va être aussi un des moyens pour nous de mesurer les capacités de récupération du larynx. Alors là, je vous fais entendre... Je vais reprendre, pardon. Voilà. Donc vous avez là ce son très très voilé, très soufflé, hein, qui témoigne d'un passage d'air entre les cordes vocales qui n'est pas mis correctement en vibration, qui fait un bruit de turbulence. Et c'est ce qu'on qualifie de souffle glottique ou d'air dans la voix, comme on dit de façon imagée. Alors, un petit passage par ce que c'est que le couplage et la symétrie. Les deux cordes vocales, même chez une personne qui est saine, hein, comme la personne que nous allons voir là maintenant, les deux cordes vocales ne sont pas parfaitement symétriques. Et donc, leur vibration, si elles ne sont pas parfaitement symétriques, va se produire, disons, à des fréquences différentes dans chaque corde, sauf s'il y a un système correcteur. Et c'est ce système correcteur qu'on appelle le couplage. Alors, vous voyez, là, vous allez voir donc, les cordes vocales d'un sujet sain, hein, parfaitement sain, ayant une voix tout à fait normale, et vous constatez que son larynx n'est pas parfaitement symétrique. La corde vocale de gauche était un petit peu plus courte et moins massive que celle de droite. Et vous avez donc là le début de la vibration filmé en caméra ultra rapide. Et vous voyez les cordes vocales commencer à vibrer avant qu'elles soient en contact.
Et cette vibration ne se fait pas à la même fréquence, hein, on le voit à l'œil, que la corde vocale de gauche, qui est plus courte et moins massive, vibre plus vite, hein, en fréquence plus élevée que celle de droite. Je vous refais voir le petit bout de film. Il n'y a pas le son, hein, bien sûr, c'est en caméra ultra rapide. Hein, donc là, c'est les quelques premières millisecondes du tenue vocalique chez un sujet normal. Hein. L'attaque qu'il fait, l'attaque sonore, est une attaque normale. Hein. Elle n'a pas de défectuosité particulière. Donc on voit que durant les premiers cycles vibratoires, hein, il y en a moins d'une dizaine, hein, je ne les ai pas comptés, mais peut-être 5 ou 6. Durant les premiers cycles vibratoires, les cordes vocales ne vibrent pas à la même fréquence. Si la fermeture glottique ne se complétait pas, nous entendrions sur la tenue vocalique deux fréquences simultanées, ce qu'on appelle une bitonalité. Je pense que je dois avoir un exemple audio de ça, non, c'est plus loin. Ouais. Je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, je vous le ferai entendre tout à l'heure. Donc, il y a un système correcteur chez nous tous, hein, qui va pouvoir nous aider à mettre nos cordes vocales en vibration à la même fréquence. Et ce système correcteur, c'est le contact entre les deux cordes. Alors, si je vous fais voir la même vidéo, mais on va un petit peu plus loin, donc vous voyez le même démarrage que tout à l'heure. Et puis à un moment donné, les cordes vont venir en contact, ça va être sur le cycle vibratoire que voici. Et à ce moment-là, pile poil au moment où elles viennent en contact, elles se mettent à vibrer à la même fréquence, pendant que leur contact se complète. Je vais vous refaire voir ça, que vous le mettiez bien dans l'œil. Hein. Donc elle commence à vibrer, vous voyez la corde vocale de gauche initie, elle va plus vite que celle de droite. Et puis, à un moment donné, ça va être sur le cycle vibratoire que voici. Hop, ça y est, là maintenant, elle vibre à la même fréquence. Hein. Elle se potentialise l'une l'une l'autre, elle cède à vibrer l'une l'une l'autre, ou si on veut le dire en termes plus physiques, arrivant sur la ligne médiane, l'énergie cinétique de l'une est transmise à l'autre par le contact, et vice-versa. Hein. Donc, il y a une redistribution de l'énergie d'une façon harmonieuse, et les cordes vocales, à ce moment-là, peuvent vibrer à la même fréquence. Et donc, nous n'avons plus de crainte d'avoir un son bitonal grâce à ça. Alors, dans le cas d'une paralysie, justement, on a tout faux, si je puis dire, puisque d'abord, il y a une forte asymétrie, puisque la corde paralysée n'est pas au même niveau de tension que l'autre. Et d'autre part, le couplage risque de ne pas pouvoir se produire, puisque la corde vocale immobilisée ne peut pas venir gagner normalement la ligne médiane pour établir le contact avec la corde contralatérale. Alors là, je vais vous faire voir, filmer le passage en bitonalité d'une personne ayant une paralysie laryngée. D'abord, vous l'entendez et ensuite, vous le voyez. Je vais vous refaire entendre ça. La bitonalité, c'est vraiment très particulier. Hein, c'est un enrouement dans lequel on entend vraiment comme s'il y avait deux fréquences en même temps. Voilà. Et là, c'est filmé en stroboscopie. Vous avez donc le passage en bitonalité qui se corrige. Hein, la personne arrive à y remédier. Hein, le début est défectueux, puis après, ça s'arrange. Alors, est-ce que ça va évoluer spontanément d'une façon heureuse? Ben oui, c'est possible. On a d'abord des compensations spontanées qui sont excellentes. Chez un certain nombre de gens, on a la surprise de les voir récupérer des voix tout à fait correctes sans qu'on ait rien fait pour les y aider. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des cas de récupération neurologique complète spontanée quand le nerf n'a pas été lésé. Les compensations spontanées avec une corde qui reste immobile sont peut-être aussi des récupérations neurologiques spontanées partielles. Il faut être toujours très prudent quand on
on annonce comme ça un résultat. Alors voilà un exemple de compensation spontanée, vous le voyez au départ. Et puis après, alors c'est pas la même personne, hein, bien sûr, hein, parce que là vous avez dans la vidéo que je fais défiler une paralysie droite. Alors ce que je veux vous faire voir sur cette vidéo, qui est très intéressant, c'est ce que fait la rétinoïde gauche. Donc c'est le côté valide. Et vous voyez qu'au moment de la phonation, cet arythénoïde passe en avant de l'autre, hein, il bascule en avant, et basculant en avant, il permet à la corde valide de venir se plaquer contre l'autre sur les deux plans, c'est-à-dire sur le plan horizontal, mais aussi sur le plan vertical, parce que si la rétinoïde bascule, l'apophyse vocale descend. Et donc la corde valide, de cette façon, va rattraper le plan de la corde immobilisée. Et donc là, cette personne a une bascule arythénoïdienne qui s'est établie spontanément. Là, on n'y est pour rien. Mais c'est ce que nous allons essayer d'induire par notre manipulation chez des gens qui n'auraient pas la chance de pouvoir le faire aussi bien spontanément. On va poursuivre. Voilà. Donc, compensation possible. Comment est-ce que la personne ayant une paralysie va pouvoir compenser? Ben, d'abord, elle va tendre les cordes vocales davantage. Elle va se servir du cricothyroïdien. Le cricothyroïdien, comme vous le savez, est innervé par le laryngé supérieur. Donc, si on a une paralysie récurrentielle, on peut encore tendre ses cordes vocales. Et la personne qui a ce type de paralysie, c'est souvent ce qu'elle fait spontanément. Elle se place dans l'aigu, dans une voix qui est donc une voix anormalement aiguë, bien sûr, affaiblie, mais qui est quand même plus fonctionnelle que si la personne ne va pas chercher dans l'aigu, comme ça. Donc elle est en mécanisme 2. Pourquoi cette compensation aide? Ben parce que ça diminue la symétrie. Les deux cordes vocales sont davantage à un niveau de tension comparable, puisque c'est le cricothyroïdien qui les tend. Ce n'est pas le muscle vocal, puisque le muscle vocal du côté paralysé n'est pas fonctionnel. Et du côté sain, eh bien, on n'a pas sollicité puisqu'on a basculé en mécanisme M2. Alors, ça donne une meilleure voix, mais avec une tonalité anormalement aiguë. Et la deuxième compensation possible, c'est celle que je disais tout à l'heure, hein, basculer la rétinoïde sain du côté valide, donc, hein, bien sûr. La corde dépasse à ce moment-là la ligne médiane et s'abaisse. Alors, jusqu'à 8 mois, oui, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi, bien sûr, que vous avez déjà comme notion. La récupération spontanée après une atteinte récurrentielle sans section du nerf, hein, bien sûr, s'il a été sacrifié, c'est une autre histoire, mais s'il n'a pas été sacrifié, il a été respecté, on peut avoir une récupération spontanée. Cette récupération spontanée, on estime qu'elle va se produire entre 0 et 8 mois. Au-delà de 8 mois, ça devient très rare. Ça arrive, hein, ça m'est arrivé d'en voir des plus tardives, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait rare. Jusqu'à 8 mois, c'est possible. Mais l'embêtant, c'est qu'on ne sait pas si ça va se produire vraiment et à plus forte raison à quel moment. Donc voilà, par exemple, chez la même personne, un examen à 2 mois d'écart. Le premier. Donc avec une corde immobilisée et très concave. Alors c'est pas parfait dans le deuxième enregistrement, mais c'est quand même beaucoup mieux que dans le premier, hein. Et ça, c'est une récupération partielle, spontanée. Et au départ, la corde vocale était très concave, la fuite glottique très importante. Et après, la corde gauche reste en position fixe, mais la fuite est beaucoup moins importante et la myotrophie est moins importante aussi.
Voilà, et nous allons maintenant. Dans l'aspect rééducation. Et pour pouvoir rééduquer les voix, on va donc se servir d'une paille, mais je vais vous montrer aussi d'autres exercices qui fonctionnent un petit peu sur le même principe. Et donc, on va essayer de stimuler la fermeture laryngée grâce à ça. Et puis, je vais vous parler de la manipulation qu'on peut faire pour favoriser la bascule de la rétinoïde du côté sain. Donc, la rééducation stimule ce qui fonctionne encore du côté valide, bien évidemment, mais et du côté paralysé également. C'est important, hein? C'est important de faire ce travail parce que sinon, je comparerais ça volontiers, moi, à ce qui se passe chez une personne hémiplégique hein, qui a perdu l'usage d'un membre inférieur. C'est important quand même de faire un travail de kiné chez cette personne, ne serait-ce que pour éviter que le membre qui reste valide reste inactif et devienne plus faible à cause de ça. Hein, donc, c'est un petit peu pareil pour le larynx. On va stimuler le côté valide pour conserver une certaine tonicité à ce niveau-là. Et puis, du côté paralysé, si l'atteinte est partielle, grâce à la rééducation, on va aussi stimuler ce côté-là. Et puis, bien sûr, comme je le disais, amener la corde valide au-delà de la ligne médiane pour augmenter le couplage. Et si on augmente le couplage, l'asymétrie, l'apostrophe, hein, l'asymétrie sera moins péjorative. La personne va arriver à établir un fonctionnement plus heureux. Éviter les mauvaises compensations. Oui, parce qu'il peut arriver que, cherchant à produire un son dans des mauvaises conditions, la personne mette en vibration des structures susglottiques. C'est un peu dommage, si vous voulez. Parfois, on est obligé parce que, voilà, quand on a une glotte qui est complètement incompétente, mettons qu'on ait fait une laryngectomie partielle, à ce moment-là, bien sûr, on va être content de pouvoir faire vibrer autre chose. Mais si on a les deux cordes vocales qui sont là, même si on a une qui est immobilisée, c'est quand même dommage de faire une voix utilisant les bandes ventriculaires ou un repli ari-épiglottique ou quelque chose comme ça, qui sont quand même des voix de moins bonne qualité qu'une voix laryngée. Donc, on va dire que ce sont de mauvaises compensations et c'est souhaitable qu'on ne conduise pas les personnes à utiliser ces compensations-là, mais des compensations plus acceptables sur le plan du résultat. Alors, classiquement, quand on voulait augmenter le couplage, on faisait des rééducations en force, on faisait beaucoup crier les gens, on leur faisait faire des efforts d'une façon, comment dirais-je, par impulsion successive, hein. Et on a abandonné cette façon de faire, en tout cas, c'est ce que nous nous sommes efforcés de faire dans notre service à Montpellier, puis que j'enseigne depuis longtemps. En effet, cette rééducation en force, elle peut à la rigueur convenir dans une rééducation de déglutition, hein, donc on ne l'exclura pas totalement, mais en tout cas, c'est pas bien pour la voix, parce que la voix, il ne s'agit pas de fonctionner par impulsion successive, mais en tenant quand même sur la durée. Hein, pour pouvoir mettre suffisamment de syllabes et parler convenablement, il faut quand même qu'on ait au moins 2 secondes de phonation. Donc 2 secondes, c'est beaucoup. Hein, ça paraît rien quand on le dit comme ça, mais c'est beaucoup. En effet, si on rééduque en force, on est agressif pour les cordes. C'est en plus désagréable parce que ce sont des sons qui sont auditivement pénibles à supporter pour le patient et pour l'entourage. Donc on va plutôt travailler différemment, comme je vais essayer de vous le montrer. Alors, j'ai marqué là, le larynx se ferme à l'expiration. En effet, quand on expire longuement, si je vous demande par exemple de faire, eh bien, on peut peut-être se servir d'une paille pour joindre le geste à la parole, si vous en avez une. Sinon, vous soufflerez entre vos lèvres en faisant comme ça. Et si vous allez vraiment au bout de votre expiration, en soufflant dans une paille comme ça et en essayant de souffler d'une façon assez puissante, à ce moment-là, en fin d'expiration, vous allez ressentir bien sûr un inconfort parce que vous n'avez plus beaucoup de volume à expirer et vous allez sentir votre corps se fermer. Et cette fermeture, vous pouvez la ressentir éventuellement jusqu'à l'intérieur du larynx dans les dernières fractions de secondes qui vous restent à la fin.
Faites l'expérience, essayez de souffler comme ça le plus longtemps possible et vous aurez peut-être ce genre de sensation, hein. C'est-à-dire que si on cherche à souffler, souffler, souffler le plus longtemps possible, et ben à la fin, on ferme les cavités supérieures, on ferme le larynx. Donc le larynx, dans une certaine mesure, peut être qualifié d'organe expirateur. Parfois, cette fonction de fermeture à l'expiration est excessive. C'est ce qu'on voit dans les dysfonctionnements des cordes vocales. Mais ce n'est que l'amplification de quelque chose qui est en jeu d'une façon physiologique dans les expirations qui tiennent sur la durée comme ça, ainsi que dans d'autres circonstances dont je n'aurai pas le temps de parler, mais comme le jeu d'instruments avant. Alors, cette fonction de fermeture à l'expiration, c'est de ça qu'on va se servir justement dans les exercices utilisant une paille. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette paille? Ben, on va essayer de fixer le débit à la sortie en mettant la main devant, c'est-à-dire de le maintenir à une valeur qu'on va s'efforcer de garder constante sur une durée, disons, de 5 à 6 secondes. Alors, cette expiration, ce souffle qui sort de la paille, on va essayer de le ressentir dans la main comme quelque chose de frais qui vient taper au centre de la main en formant un rond. Si ça vous paraît tiède, c'est probablement que vous ne soufflez pas assez fort. Et si vous n'arrivez pas à tenir 6 à 8 secondes, c'est probablement que vous soufflez trop fort. Donc il faut trouver le dosage entre les deux, que le souffle ne paraisse pas chaud et que vous puissiez tenir 5 à 6 secondes. Alors si nous étions en présentiel et si nous étions hors situation Covid, je contrôlerais en mettant la main devant votre paille à 5 cm à peu près, que le souffle est bien à la force que je souhaite. Là, nous ne pouvons pas le faire, bien sûr, dans les circonstances où nous sommes, mais vous pouvez vous appuyer sur vos sensations, comme je viens de le dire. Alors, ça fait du bruit quand même, hein. Si je rapproche le micro. Si on souffle assez fort, ça fait un petit bruit d'expiration qu'on sent, parce que l'air circule dans la paille, il y a des turbulences. On a une question, Benoît. Oui. Ouais. Alors, depuis 2020, à l'hôpital, Yasmine dit qu'on lui interdit les pailles en plastique. Oui, exact. Il n'existe pas de paille en métal de ce calibre, hein. Non, mais le métal n'est pas un bon matériau. Alors, oui, c'est une chose dont je voulais parler, mais le métal n'est pas un bon matériau parce que c'est pénible à tenir en bouche et on ne peut pas jouer sur le calibre en pinçant le métal, bien entendu. Alors, vous avez plusieurs solutions. Je pourrais vous donner des sites où on trouve des pailles correctes. Alors, pour l'hôpital, ça va être un peu compliqué peut-être. Mais la première solution, c'est d'utiliser les pailles en carton que je vais vous faire voir. Alors, c'est pas aussi bien, hein. La paille en carton qu'on trouve communément, elle a un calibre qui est un petit peu trop important, parce que les pailles qu'il faut utiliser, normalement, ne devraient pas dépasser 5 mm. Vous voyez, si je rentre la paille en plastique que j'ai, et elle rentre dans la paille en carton, parce que la paille en carton, elle fait 6 mm de diamètre. Donc, elle est un petit peu trop large, mais on va pouvoir compenser ça en l'aplatissant un petit peu, comme je le montre, à l'extrémité qu'on va mettre dans la bouche, et également à la sortie. Hein, on ovalise légèrement les orifices, et à ce moment-là, ça devient un outil qui est tout à fait utilisable pour ça, hein. Et ça, bon, ces pailles en carton, on les trouve facilement. Le matériau bien meilleur que ça, c'est l'amidon de maïs. Alors, il y a des sites qui en proposent et de calibre tout à fait correct, hein. Donc, il faudra peut-être simplement se contenter du carton si vous n'avez pas mieux, ou alors commander de l'amidon de maïs. Une autre question? Des pailles en canne à sucre. Ça ressemble au plastique. Ouais.
Ils ont pu une partie bien dit qu'elles ont pu en commander dans son hôpital des pailles en canne à sucre et qui Oui, ont le même calibre. effectivement. Oui, oui, j'ai entendu parler de ce matériau. J'ai jamais eu l'occasion de l'essayer moi-même, mais on m'a dit effectivement qu'il était très bien. Donc, vous voyez, il y a des solutions Ouais, il y a des qui nous solutions. permettent d'éviter le plastique qu'on n'a plus le droit d'utiliser à juste titre, hein. OK. Enfin, il m'en reste quelques-unes comme ça, dont je me sers. Ben, on a essayé d'aller en chercher à la cafette. Tout à l'heure, Corinne est allée, mais il n'y en a plus. Il n'y en a Donc, plus. Bon. on n'a pas pu les mettre dans la salle. Et monsieur, les pailles en verre, est-ce que ça c'est envisageable? Ben, c'est un peu le même défaut que le métal, on ne peut pas les pincer, donc D'accord, non, ouais. pas les pailles en verre, hein. Ok. Non, il faut vraiment trouver un matériau qui puisse être flexible, hein. Mais franchement, le carton, bien sûr, en plus, il s'humecte vite, etc. C'est pas génial, mais ça peut quand même être utilisé, hein. Moi, je m'en sers régulièrement, hein. Là, j'ai un autre modèle en carton qui est de calibre plus fin, donc le calibre est correct, hein. Vous voyez, j'ai déjà acheté ça en supermarché, hein, donc ça se trouve, je pense, assez facilement. En cherchant un peu, vous pouvez arriver à trouver, je pense, de quoi vous dépanner, hein. Alors évidemment, si vous avez, comme je disais, de l'amidon de maïs ou de la canne à sucre, c'est encore mieux. Mais le carton peut faire l'affaire, hein. Voilà, donc on souffle, comme je disais. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, il va y avoir un... Attendez, il me manque une diapo là, j'ai l'impression. Oui, j'ai mis celle-là tout de suite. Euh, Bon, c'est pas grave. Il faut dû en mettre une avant. Si je fais que souffler, comme je vous ai demandé, a priori, donc on a la pression sous les cordes vocales et au-dessus des cordes vocales qui est la même. C'est pas tout à fait vrai, hein, mais en gros, puisqu'on ne met pas les cordes vocales en adduction pour faire un son. Et puis si dans la paille, maintenant on fait un son, exemple, donc l'exercice consiste à souffler d'abord, à essayer de mettre en vibration les cordes vocales ensuite, en gardant le même débit à la sortie. À ce moment-là, bien sûr que vous avez des cordes vocales qui, se joignant, vont créer une résistance au niveau glottique. Et vous avez donc un système qui fonctionne avec deux résistances en série. Une première résistance qui est la résistance laryngée, et une deuxième qui est celle de la paille. Et le système va contraindre la résistance, enfin, l'adaptation de la résistance laryngée à la résistance qu'il y a à la sortie. Si vous voulez, ça marche, en disant les choses très rapidement, ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'indirectement, grâce à la contrainte de mettre une résistance à la sortie, en l'occurrence une paille, on va obliger le larynx à effectuer un travail pour se rapprocher de la résistance induite par la paille. Si on a une insuffisance, comme dans le cas des paralysies, on va donc stimuler la fermeture laryngée grâce à ça. Vous voyez, j'ai mis en dessous le système contraint la résistance laryngée en fonction de celle de la paille. Alors, si on utilise des pailles de calibres différents, on va pouvoir visualiser l'effet que ça donne. Alors, il faut que je vous explique ce que vous avez vu là. C'est un exercice dans lequel j'ai mis dans la bouche deux pailles, une de 5 mm de diamètre et une de 2 mm de diamètre. Et je bouche de façon alternative, hein, de façon répétée, la paille la plus large. Et vous avez donc au niveau du résultat, je vais vous le faire entendre un peu mieux. Vous avez donc au moment où la paille la plus large est obturée, vous voyez les aryténoïdes qui se serrent. Eh bien, on va se servir de... Cette Ah oui, adaptation, on a une question.
Oui, On n'a pas bien, on n'a pas bien compris la manipulation avec les deux pailles en même temps. je vais leur montrer, hein, comme ça, ce sera plus simple. J'ai donc deux pailles dans la bouche. J'ai pas de fil sous la main, donc Non, mais c'était bien là, mettons c'était que je bien. prenne Non, mais c'était une. bien. Voilà, je vais en prendre une comme ça. Comme ça, l'exercice sera plus réel. Voilà. Donc là, j'ai deux pailles de calibre différents. Celle-ci a un calibre plus fin que celle-ci. Je vais les mettre toutes les deux dans la bouche. Et comme vous le voyez avec mon doigt, j'obture par intermittence la paille la plus large. Donc le souffle sort par les deux pailles et alternativement par seulement la plus fine. Voilà l'exercice, hein. Et au moment où j'obture la plus large, vous voyez sur la vidéo les aryténoïdes qui se serrent. J'espère que je me suis fait comprendre comme ça. Une autre question? C'est quoi l'intérêt du changement de note? Alors, l'intérêt du changement de note, c'était pour faire voir à différentes hauteurs, mais dans les paralyses, ça va être très intéressant parce que, comme je vous disais, la paralysie unilatérale souvent marche mieux quand on sollicite un son aigu. Donc, on peut aller chercher les sons aigus et descendre après sur des sons plus graves. Ok. Mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure, hein. Ça va, pas d'autres. Non, non, on est bon, on est bon. Parfait, j'enchaîne alors. Là, vous avez l'image, c'est un montage en radiovidéoscopie, utilisant là aussi le système où on se trouve dans deux pailles, on a embouche une alternativement. Et vous voyez, ça affiche paille 2, paille 5, paille 2, paille 5, c'est-à-dire 5 mm, 2 mm, 5 mm, 2 mm. C'est toujours sur la même note, hein. Et vous voyez très bien, là, on voit le long des aryténoïdes et puis le plan glottique, hein. Vous voyez que quand on obture la plus large, ça fait resserrer la filière. Donc ça, c'est chez une personne, et puis vous avez la même chose chez une personne, c'est sur une note différente. C'est la même personne, mais sur une note différente. Voilà, là c'était La2, là c'est Sol2. Là, ces images sont tirées simplement d'un film en radiovidéoscopie. Alors, autre exercice qui va être celui-ci encore plus actif, il consiste à interrompre de façon répétée le son et le souffle en obturant la paille avec le doigt. Donc, je le montre. Je fais, moi, comme si je voulais continuer. Hein, je ne fragmente pas mon effort, je le poursuis. Mais le doigt va interrompre de façon répétée. Donc mon effort ne s'arrête pas parce que la paille est obturée, hein, il se poursuit. C'est encore mieux d'ailleurs si c'est le rééducateur qui vient obturer la paille et qui le fait de façon irrégulière. À ce moment-là, le sujet ne peut pas prévoir et il est obligé de garder un effort constant. Et le doigt va donc arrêter le son et le laisser repartir. Et l'exercice est réussi s'il n'y a pas d'inertie. On arrête, le son s'arrête quand on bouche et il repart quand on débouche, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer là au niveau laryngé? Ben, il y a un obstacle encore plus important que la constriction, encore plus important que la paille fine de tout à l'heure. Et donc, le larynx va avoir tendance à se fermer davantage. Toutefois, il faut nuancer ce que je viens de dire, parce que la pression d'air augmente beaucoup quand on obture complètement, et cette pression va tendre à dilater la glotte, à séparer les cordes vocales. Vous allez donc avoir deux forces qui vont s'opposer l'une à l'autre. La première au niveau de la musculature d'adduction, qui va être stimulée par l'exercice, et la deuxième, la pression d'air, qui va tendre à écarter les cordes vocales. Donc voilà le résultat.
Alors, donc là, c'est le résultat qu'on obtient chez quelqu'un qui est expérimenté. Là, c'est moi en l'occurrence, hein. C'est-à-dire que les arythénoïdes restent bien l'un contre l'autre. Quand quelqu'un n'est pas très expérimenté, il va y avoir un écartement des arythénoïdes et c'est seulement au bout de quelques temps qu'il va arriver à mieux les maintenir l'un contre l'autre. Alors ça se voit chez nos patients qui ont une paralysie. Je vais vous faire voir, on a effectué des petites mesures qui permettent de bien s'en rendre compte. Euh, mais avant que je vous parle de ça, sur le même principe, on peut se servir de véritables occlusives. Le peu et le que, par exemple. Donc, on peut faire des exercices dans le genre pap, 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 pap. Vous voyez que mes lèvres agissent un petit peu comme le faisait mon doigt au bout de la paille. Pap, pap, pap. Je maintiens bien l'effort expiratoire quand ma bouche est fermée, hein. Je ne me relâche pas à ce moment-là, je maintiens. Je n'exagère pas non plus. Je n'augmente pas mon effort outre mesure, mais je le maintiens. Et puis, on peut faire pareil avec le que, mais avec le que, c'est un peu plus subtil parce qu'on ne le voit pas. Cac, 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 cac. Alors là, sur cette vidéo, vous avez le comportement des cordes vocales sur ces deux exercices. Pap, pap, cac, 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 cac. Alors j'aime bien cette vidéo parce qu'on voit bien la lutte qu'il y a entre la pression d'air qui tend à dilater la glotte et la volonté du locuteur, là, de la personne qui s'exerce, de les maintenir l'une contre l'autre. Pap, pap, cac, 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 cac. Notez aussi que sur ce genre d'exercice, on n'est pas agressif pour le bord libre des cordes vocales parce que la pression d'air les protège. Pap, pap, cac, 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 cac. Le moment qui est le plus, comment dire, là où on déploie le plus Qui est le plus efficace, c'est le moment de fermeture. Et pendant le moment de fermeture, les cordes vocales ne sont pas écrasées l'une contre l'autre. Donc vous avez un exercice qui est à la fois tonique et pas agressif pour les cordes vocales. Et ça, c'est évidemment un gros avantage, hein, de pouvoir être à la fois très stimulant pour la fermeture d'adduction et protecteur pour le bord libre des cordes vocales. Et je me rappelle, là je ne peux pas vous l'illustrer parce que ça remonte à trop longtemps et j'ai perdu les vidéos, mais à l'époque où je commençais à m'intéresser un petit peu à ce type d'exercice et que je n'avais pas encore mis au point ce que je vous enseigne là, on se servait d'exercices de glottage, hein. On faisait A, comme ça, de façon assez agressive pour les cordes vocales. Et j'avais une patiente qui était venue avec une paralysie laryngée suite à une chirurgie thyroïdienne, une paralysie récurrentielle unilatérale. Et lorsque je l'avais examinée la première fois, j'avais découvert qu'elle avait aussi des nodules. En fait, elle avait des problèmes vocaux antérieurs à la paralysie qui s'étaient traduits par l'apparition de ces petites lésions de forçage. Évidemment, bon, les problèmes vocaux, ils étaient bien plus importants depuis qu'il y avait une paralysie. Alors, j'avais pris cette personne en rééducation et je lui ai fait faire des exercices de glottage. Et au bout d'un moment, sa voix s'était renforcée, elle était plus sonore, mais elle était très éraillée. Et quand je l'ai examinée, pour contrôler un peu ce que je faisais, ben, j'ai constaté une augmentation de volume des nodules assez importante, hein. Donc, en fait, j'étais en train de la soigner de sa paralysie en lui augmentant le volume de ses nodules. C'est pas très heureux comme façon de faire, hein.
Et donc, quand je me suis rendu compte, je me suis dit, bon, ben, il faut que je la rééduque plus en douceur. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai réorienté ma rééducation vers quelque chose de plus en douceur. À ce moment-là, sa voix s'est affaiblie, elle est devenue plus soufflée, mais moins éraillée. Et quand j'ai contrôlé ce que je faisais, les nodules avaient diminué de volume. Hein. Et là, j'étais coincé dans un système dont je percevais l'ineptie, c'est-à-dire que soit j'étais agressif pour pouvoir être actif, soit j'étais doux, mais à ce moment-là, j'étais inefficace sur la paralysie. Et grâce aux exercices que je vous ai montrés là, hein, l'utilisation de la paille ou d'occlusive, on sort de ce dilemme, c'est-à-dire qu'on peut être tout à la fois très tonique, stimuler la fermeture et éviter de blesser le bord libre des cordes vocales. Alors là, je vous montre précisément comment ce genre d'exercice peut agir sur la fermeture laryngée avec une petite étude qu'on a faite ici à Guild-Chauliac il y a quelque temps, avec un test de tussométrie. Donc la tussométrie, qu'est-ce que c'est? Ben, on fait tousser les personnes dans un spiromètre. Vous vous rappelez peut-être qu'un spiromètre, c'est un appareil qui permet de mesurer le débit qui sort de la bouche en le captant. Donc on a un petit tube en carton. Il faut ouvrir la bouche assez grand, de telle façon qu'il n'y ait pas de résistance à ce niveau-là. Et on tousse dans le petit tube en carton. Et puis il y a des capteurs, bien sûr, qui nous disent comment l'air s'échappe de notre bouche à ce moment-là. Hein. Donc on fait faire à la personne 3 fois, on fait 3 fois en général, un effort de tout. Ça fait quelque chose dans ce genre-là. Donc, et l'appareil nous montre comment se comporte le débit d'air. Hein. Donc le débit d'air, bien sûr, monte rapidement à un sommet, puis il décroît. La vitesse avec laquelle le sommet est atteint dépend de la fermeture laryngée. Ça se comprend aisément. Hein. Moi, je compare ça à une expérience qu'on peut avoir faite tout ce temps qu'on est, quand on arrose des fleurs avec une lance d'arrosage. Hein. Si vous bouchez avec le pouce la lance d'arrosage, puis que vous rouvrez, au moment où vous rouvrez, vous apercevez que la pression de l'eau s'étant accumulée derrière votre doigt, l'eau va sortir plus vite et donc plus loin. Hein. Eh bien, c'est un petit peu ça qui se produit quand on tousse, on ferme le conduit, et quand on rouvre, l'air s'échappe donc avec plus de force et il monte très rapidement au sommet du débit. Alors normalement, donc quand on a une fermeture glottique normale, on monte au pic de débit en moins d'un dixième de seconde. Chez les gens qui ont une paralysie, cette montée au pic est beaucoup plus lente. Ce que l'on entend d'ailleurs, parce que la personne n'arrive pas à faire d'une façon bien frappée, mais elle fait. On sent bien que la toux est moins efficace. Eh bien, donc on a pris des gens qui avaient une paralysie laryngée, on a mesuré leur montée au pic au départ, on leur a fait faire 20 minutes d'exercice avec la paille et le doigt pour obturer. Donc on leur montre comment l'exercice doit être pratiqué. Ils le pratiquent pendant une dizaine de minutes et on remesure après la vitesse avec laquelle leur débit d'air monte au pic. Donc vous voyez, pour illustrer cette étude, je présente un cas, mais ça s'est bien vérifié sur tous nos sujets. Chez cette personne-là, vous avez donc une montée au pic qui se fait en 5 dixièmes de seconde. Donc 5 fois trop lent. Et après un entraînement, la mesure tombe à 2 dixièmes de seconde. Donc elle n'est pas encore, c'est pas encore une fermeture normale, mais elle est quand même très améliorée. Donc vous voyez comment indirectement, avec ces exercices, on peut agir sur la fermeture laryngée. Ce qui va nous rendre service tout à la fois pour la déglutition et pour la voix. Et comme je le disais, abandonner les glottages, donc, qui sont agressifs, moins efficaces, et qui font affronter également les bandes ventriculaires. Alors voilà ce que donne un exercice de glottage. Donc vous voyez sur l'exercice de glottage, sur la fermeture du conduit, les cordes vocales sont hyper affrontées, les arythénoïdes sont basculés en avant, hein, et après, ça s'ouvre. Hein. Donc il y a c'est vraiment sur la glotte que porte l'effort, hein, et au moment où on va ouvrir, il va y avoir
une baisse de pression très rapide et il peut y avoir donc des petites lésions d'arrachage d'œdème le long des bords des cordes vocales, d'où l'apparition des nodules. Hein. C'est ce qu'on fait quand on force sur sa voix maladroitement et c'est ce qu'il faudrait qu'on évite de faire chez les gens qu'on a en rééducation pour des paralysies. Donc les glottages doivent être abandonnés. Il y a toutefois à préciser une chose, c'est que si on veut obtenir une bascule des arythénoïdes, vous voyez que ça peut être quand même un exercice intéressant. Donc on peut recycler cet exercice, mais d'une façon différente que je vous expliquerai tout à l'heure. Est-ce que jusque-là, tout va bien pour vous? Ouais, ça va très bien. On a un petit peu de retard, mais je pense, est-ce que tu peux, dans les 12 minutes, boucler le tour ou ça va être compliqué? Non, je peux le faire. Je pensais que j'avais plus de temps que ça, c'est pour ça que je le prenais. Mais il n'y a pas de souci, je vais boucler. Donc, je vais parler de la manipulation. On s'adapte, ce n'est pas un problème. Ok. Alors, la manipulation arythénoïdienne, je vous la montre sur la petite vidéo, puis je vais vous apprendre à la faire. Pourquoi ne veut-elle pas se déclencher? Voilà. Donc, la personne a une paralysie laryngée gauche et pendant l'exercice, pendant que je l'examine, on fait la manipulation. Donc, ce n'est pas évidemment moi, en tenant le nasofibroscope, qui le fait, mais l'orthophoniste. Hein, et voilà. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour obtenir ça? Je vais vous l'expliquer à partir de cette diapo. Donc, vous voyez là le petit schéma du larynx vu d'arrière, hein, le chaton cricoïdien, les arythénoïdes, le cartilage thyroïde et puis les deux plis vocaux là, qui fuient vers l'avant. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mettons qu'on parle d'une paralysie laryngée gauche, hein, comme c'est plus fréquent. C'est pas mal s'entraîner comme ça. Maintenant, vous pouvez bien entendu faire le symétrique si vous voulez. Hein. Donc, si la paralysie laryngée est gauche, on va manipuler avec la main droite et vice-versa. Il faut d'abord peut-être, pour que ceux ou celles d'entre vous qui ne seraient pas familiers de ça, repérer vos structures laryngées. Donc, on peut le faire en partant d'en bas. Vous écartez un peu le col, vous partez du creux qui est au-dessus du sternum, le creux susternal, et vous faites glisser vos deux doigts comme ça, par exemple, hein, c'est pas mal, ou le pouce si vous préférez, sans appuyer, hein, pour ne pas vous occasionner de désagréments. Et vous sentez les anneaux de la trachée, là. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui dépasse beaucoup plus. Et chez la femme, c'est même ce qui dépasse le plus, et ça, c'est le cartilage cricoïde. Puis au-dessus, pour les hommes, nous avons la pomme d'Adam. Vous, les femmes, c'est un peu plus effacé. Et de chaque côté, vous avez donc une surface qui est plane à peu près, un peu bosselée quand même, qui se termine sur la pomme d'Adam pour l'homme, d'une façon plus arrondie pour la femme. Ce sont les ailes du cartilage thyroïde. Si vous montez encore un peu plus haut, juste au ras de la mandibule, vous avez la perception de l'osioïde. Hein, donc, il faut vous familiariser avec les structures laryngées de la personne que vous allez manipuler. Puisque, voilà, si c'est un homme, si c'est une femme, et puis même d'une personne à l'autre, c'est assez différent. Donc, il faut bien repérer, sans appuyer, vous repérez bien. Une fois que vous avez repéré, vous allez vous servir, donc peut-être, je vais le faire en miroir. Hein. Moi, je vais le montrer avec ma main gauche pour que vous puissiez le faire avec votre main droite, si vous voulez bien. Hein. Comme ça vous permet de suivre. Donc, avec l'index de ma main droite, donc moi c'est la main gauche, mais vous allez prendre la main droite, je vais chercher d'abord le cricoïde et je vais laisser l'index au niveau du cricoïde en allant le mettre bien jusqu'au plan musculaire. Là, vous voyez, hein, je vais mettre le doigt jusqu'à la butée des scalènes et des sternocleidomastoïdiens. Là. Hein, je l'arrondis et donc le doigt qui est là, c'est sur mon schéma la petite flèche bleue, il va aider à maintenir le cartilage cricoïde pour pas qu'il se déplace lorsque vous allez faire la manipulation. Ensuite, vous allez vous servir du pouce. Le pouce, vous allez d'abord chercher à repérer bien l'aile thyroïdienne. Voilà, faites-en le tour sans appuyer, en essayant de garder l'index placé où vous l'avez mis. Hein. Une fois que vous avez repéré l'aile thyroïdienne, vous allez vous placer derrière et en bas de l'aile thyroïdienne.
C'est ce que j'ai voulu indiquer par la petite flèche arrondie qui est là. Hein. Si je passe derrière l'aile thyroïdienne en bas, je vais être très rapidement en contact avec la réténoïde. Il n'est pas loin derrière. La réténoïde, donc, du côté valide. Hein. Donc, ma manipulation se fait avec 2 doigts. Vous voyez, là, j'espère que vous voyez. On voit pas mal. Le pouce est un petit peu plus haut que l'index. Hein. Voilà, donc mes 2 doigts étaient en position là. Déjà, rien que de les mettre, si vous avez bien trouvé l'endroit, vous sentez peut-être déjà que ça peut serrer un petit peu en arrière. Après, pour augmenter l'efficacité de ce mouvement, vous allez effectuer un petit rapprochement des doigts en même temps qu'un petit tenaillage comme ça. C'est-à-dire que vous faites descendre l'index et remonter le pouce. Parfois, il faut un peu s'aider d'un mouvement de la tête pour bien aller chercher derrière. Hein. Voilà. Et si vous l'avez bien, ça vous donne l'impression de resserrer la gorge vraiment assez en profondeur, assez en arrière. Si je fais une tenue vocalique pendant que je fais ça, je vais alternativement serrer et relâcher. Vous sentez le son qui change quand je serre, il se renforce. Hein. Bon, j'ai des cordes vocales heureusement qui sont mobiles, donc l'effet sur quelqu'un qui a des cordes vocales mobiles est limité à ça. Hein. Mais chez quelqu'un qui a une paralysie, ça va permettre d'obtenir un son de qualité meilleure en général. Hein. Et donc la réténoïde, puisqu'on l'a poussé, il a basculé en avant. Vous voyez, sur son articulation, il bascule en avant, donc il abaisse la corde vocale valide et il la rapproche de l'autre en dépassant la ligne médiane, puisque quand il va basculer en avant, il va basculer également vers l'intérieur. Hein. Donc c'est ça cette manipulation. La personne peut apprendre à la faire elle-même, d'ailleurs, parce qu'on peut le faire sur soi, comme je suis en train de vous l'enseigner. Et quand voilà, quand on a bien trouvé, c'est très efficace. Hein. Je me rappelle même une personne qui avait très bien compris ça. Et une fois où je la manipulais, elle m'a dit non, docteur, vous n'êtes pas bien réveillé, mais c'est pas là. Elle sentait très bien que je n'avais pas trouvé le bon endroit. Donc voilà, vous allez tâtonner un petit peu au début, mais vous allez trouver. Hein. J'insiste bien sur le fait que pour pouvoir réussir cette manipulation, il faut d'abord bien sentir les structures sans appuyer. N'exercez de pression que quand vous pensez que vous êtes au bon endroit. Hein, si vous y allez en appuyant un peu, d'abord, ce n'est pas très agréable pour la personne, et ensuite, ça va vous empêcher de bien sentir. Le b.a.-ba des manipulations, c'est d'abord que l'on perçoit. Il faut développer son aptitude à sentir ce qu'on fait, parce que quand on a la main douce, on va très bien sentir quand on va basculer la réténoïde. Hein. Parfois, d'ailleurs, ça fait un petit clouc. Hein, comme on fait craquer les doigts, on peut faire craquer les aryténoïdes. C'est aussi une manière de travailler sur les ankyloses, hein, quand il y en a. Voilà, cette manipulation, bien sûr, elle va être accompagnée d'un exercice vocal. Hein. Ce n'est pas juste comme ça. La personne va faire, par exemple, des sons dans la paille ou des chaînes d'occlusion avec le doigt au bout de la paille ou bien des cac, 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 des choses comme ça. Hein. Vous accompagnez de la manipulation. Et cette manipulation, elle est simplement une aide que l'on apporte pour que la personne sente comment faire basculer son aryténoïde sans manipuler. Moi, je dis toujours qu'une manipulation se doit d'être un outil pédagogique, c'est-à-dire induire un mouvement que l'on peut faire sans la manipulation. Sinon, s'il s'agit juste de resserrer les structures, on peut appuyer sur les ailes du thyroïde, ça va les rapprocher. Seulement, ça n'a pas un grand intérêt parce qu'on ne peut pas contracter son thyroïde, c'est un cartilage. Par contre, faire basculer son aryténoïde du côté valide, on le peut. Il faut sentir comment on le fait. C'est ce que font certaines personnes de façon intuitive, puisqu'elles découvrent cette bascule sans qu'on ait besoin de le leur apprendre, enfin de la leur apprendre plutôt. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Hein. De toute façon, ce que je pourrais dire sur la paralysie laryngée supérieure ou la paralysie bilatérale, vous pourrez le retrouver sur les documents qu'on va vous faire passer. Et donc, je reste bien sûr à votre écoute et à votre disposition si vous aviez besoin de me contacter ultérieurement pour préciser ceci ou cela. Hein.
Ok, ben Voilà, merci Renaud. beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Peut-être ce qu'on peut faire, si dans la salle, vous voulez faire une petite escale technique, vous pouvez y aller maintenant, parce qu'après, on va reprendre le cours. De toute façon, on a enregistré la séquence, donc ils pourront le revoir aussi à tête reposée. Du coup, il y avait une question sur le chat. Il y avait concernant les exercices à la paille ou avec les phénomènes occlusifs, pendant combien de temps les faire? Entre parenthèses, série de 10 par exemple, ou quelques minutes, point d'interrogation. On va dire une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Voilà, oui, quelque chose comme ça. Mais par Ouais. contre, si on peut le répéter dans la journée, c'est bien. Voilà, à répéter plusieurs fois. Oui. Ok, ok, ok. Bon, mais écoute, merci beaucoup Benoît pour cette nouvelle participation au DU en mode un peu à distance. Mais bon, écoute, je pense que l'essentiel du message est passé. Donc, oui, si tu peux m'envoyer les diapositives au format PDF, comme ça, je les ferai passer aux étudiants. Oui, je vais le faire tout de suite pour pas oublier. Ok, entendu. Voilà, et puis bien sûr, si on veut apprendre à faire tout ça de façon approfondie, c'est souhaitable, je pense à nos amis orthophonistes, hein, c'est souhaitable de suivre une formation, hein, puisque sur le temps qui nous est imparti dans le DIU, on montre les principes, bien sûr, mais on ne peut pas rentrer dans les détails. Voilà, et Bien bien sûr. bonne continuation à tous, hein. Merci Benoît. À bientôt. Au revoir. À bientôt.